Nous sommes Camerum et aujourd'hui, on pousse les portes de la galerie Paris-Beijing pour découvrir les expositions de Dorian Cohen et Zoti. Bonjour Ziggy. Bonjour Ziggy. Bonjour, bienvenue. Voilà. Enchanté Ziggy. Enchanté. Est-ce que tu peux venir avec nous, s'il te plaît, nous faire Un petit tour de l'exposition? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Un triptyque de Dorian Cohen, ça c'est le plus grand format de l'œuvre dans cette exposition. Comme vous voyez, ces œuvres sont toujours, c'est par rapport aux scènes des arbres où vous pouvez voir après les architectures, parce que Dorian Cohen il a fait son étude en génie urbain. Tu veux dire, c'est-à-dire que dans les œuvres, on a d'abord ce premier paysage qui est très floral. Oui, paysage. Et en fait, si on s'attarde sur quelques détails, donc on va emmener le public avec nous. On peut voir quelques bâtiments qui se dessinent, voilà, qui c'est sont ça. synthétisés par des rectangles. C'est ça. Qui sont ici. Okay. Alors sur une pièce comme ça, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on voit, que les arbres sont en mouvement et qu'ils sont guidés par une force qu'on devine, mais on voit aussi que les troncs ressemblent à des corps et ça fait une vraie chorégraphie. Il y a quelque chose de vraiment dansant et on a vraiment une atmosphère de fête. Donc le titre de cette œuvre il s'appelle Nous danserons un jour ensemble. Oui, il y a vraiment un mouvement de danse. Oui, de scénographie, scénographie dans l'espace. Ouais, et après, ce qui est aussi intéressant sur la composition d'une peinture comme celle-ci, c'est que le spectateur, il est en bas de la composition, on voit que ça dessine une forme de triangle, et ça permet finalement au regard de rentrer dans l'œuvre pour ensuite regarder ce qui se passe autour. Ok. Et on continue peut-être. Est-ce qu'il y a peut-être une pièce que tu affectionnes plus dans l'exposition? Alors c'est toujours compliqué en tant que galeriste de dire celle-ci je la préfère à une autre. Je peux vous dire mon préféré c'est celle-ci, c'est une grande pièce, il s'appelle le tunnel des artisans. Une pièce un peu différente parce que du coup là maintenant il apparaît de l'humain, c'est ça, une figure dans le tableau. Hein. Oui, c'est aussi un sujet de ces œuvres. Les un peu figuratifs avec les humains, ça me touche beaucoup parce que ça c'est un travailleur de l'ombre. Mm-hmm. Oui, vous pouvez voir les détails et la lumière de cette œuvre, ça me touche beaucoup. Ok. Et donc du coup, Dorian, maintenant dans ses nouvelles peintures, dans sa nouvelle production, on voit apparaître de plus en plus de figures. Oui. C'est ça. Avant, c'était plus de l'urbain, du paysage, et maintenant, l'humain fait vraiment partie prenante de ces productions. Oui. Dans cette exposition, il y a toujours les paysages ou les scènes urbaines ou les figures. Tu veux t'arrêter sur une autre pièce? Est-ce qu'il y a une autre pièce qui t'intéresse un peu particulièrement, peut-être qui peut être plus symptomatique du travail de Dorian? Le sushi. Allez. Ah, les sushis. Allez. Allons manger des sushis. Avec Dorian. Alors. Bien. Ok, attends, je recule un peu comme ça. Voilà. Une question, exactement. De Patricia Houg. L'artiste est français, il vit à Paris, il a quel âge? Il a à peu près 30 ans, il est très jeune. Oui, il habite à Paris. Il est très jeune. Oui. Parce que moi, je me souviens avoir vu son travail à Montrouge il y a déjà au moins 4-5 ans. Oui, 4 ans. Donc s'il a une trentaine d'années, déjà à 26 ans, il avait une belle maîtrise. C'est assez brillant pour un autodidacte. Oui. Ouais, ok. Ouais, donc ce que je disais avant qu'on soit coupé, vous avez donc l'espace principal, qui est donc le travail de Dorian Cohen, mais vous avez un deuxième espace aussi, qui s'appelle PB Project. D'accord. Ça, c'est un espace au fond de la galerie, au rez-de-chaussée, pardon. Ça, c'est plutôt pour les artistes de projet qu'on travaille avec, mais on ne les représente pas. Ce sont plutôt les jeunes artistes. PB Project, c'est ça? Oui, PB Project. Ah, donc vas-y, donc tu peux nous faire une petite présentation. Oui, c'est la première fois, je suis arrivée à la galerie pas longtemps, mais c'est la première fois que je vois une exposition à la galerie comme ça, qu'avec des sculptures.
Zhuo Qi, il est un artiste chinois et il a fait en 2020, il a fait 3 mois de résidence à la Fondation Martel. Il a là-bas dans l'atelier du verre, il a pratiqué avec un autre artiste, un autre verrier, il s'appelle un verrier. Il a fabriqué, il a créé cette série, il s'appelle Bubble Game. Ce sont une combinaison des sculptures en pierre avec du verre soufflé. Et donc ce sont des sculptures qui sont des sculptures antiques Réplica. C'est des répliques? Oui. Et en fait, à la Fondation Martel, comment ça s'est... Parce que on lui a mis à disposition un atelier pour qu'il souffle le verre, ou il a travaillé en collaboration avec des maîtres verriers? En collaboration avec quelqu'un d'autre, un autre artiste, un verrier. Un verrier? Oui. Et tout ça à Cognac? À Cognac, oui. Et donc du coup, la programmation de PB Project, c'est quelque chose qui change régulièrement, ou c'est une programmation qui est un peu plus longue par rapport à l'exposition dans la salle principale? Qui change régulièrement. D'accord. Oui. Et c'est à chaque fois, ça coïncide à chaque fois avec les expositions de l'espace principal? Oui, c'est ça. Mais la prochaine fois, je crois que la prochaine exposition, on aura pas un PB Project, juste un solo show. D'accord. En fait, vous vous laissez la liberté, Oui. soit de concilier 2 artistes, Oui. soit de proposer à l'artiste d'investir toute la galerie. Oui, c'est ça. Ça dépend de la disponibilité de l'artiste aussi, parce qu'avec le Covid, c'est difficile de déplacer. Donc, la prochaine fois, ça sera un autre artiste, il s'appelle Lucia Talova, un artiste slovaque qui va prendre l'espace entier. Entièrement. Ouais. Ok, très bien. Ouais. Alors ce que je propose, c'est qu'on aille voir l'histoire de la galerie. Tu vois, tu nous expliques un peu où on en est maintenant ici avec la galerie, puisque ça fait un moment que c'est ouvert. Historiquement, c'était plutôt à Beijing, c'est ça? Ouais, la galerie elle a été ouverte en 2006 à Pékin, qui était dans un endroit qui s'appelle 798, qui était 798 Art District, qui était un lieu très très important sur la scène artistique pékinoise et chinoise, puisque c'était en fait un ancien... En fait, c'était des anciennes usines allemandes qui ont été occupées pendant très très longtemps par des artistes, donc toute la scène pékinoise, et donc tous ces artistes ont bénéficié d'espaces gigantesques et de lieux assez exceptionnels pour Pékin, et ont résidé beaucoup là-bas et ont produit pendant pas mal d'années. Après, comme souvent, évidemment, les artistes étant là, les galeries sont arrivées. Donc les premières galeries sont arrivées, se sont installées là-bas, dans ce lieu. De plus en plus de galeries sont arrivées, des galeries très importantes, et, comme la Pace, la Continua, qui sont des très belles galeries et qui ont vraiment aussi beaucoup dynamisé ce lieu. Et nous avons ouvert la première galerie là-bas en 2006, qui était d'abord dans un petit espace, qui était une galerie consacrée essentiellement à la photographie contemporaine chinoise, qui, parce qu'à ce moment-là, n'était pas représentée en Chine, et on a ouvert un deuxième espace, donc on a laissé ce petit espace et ouvert un deuxième espace un peu plus grand, toujours dans cet endroit, avec l'idée d'aller présenter des expositions importantes, et d'avoir l'idée aussi de faire venir des artistes européens, très importants, et de faire les premières expositions de ces artistes. Donc on a fait Martin Parr, Burtynsky, et parmi tant d'autres en Chine. Après, on a ouvert une deuxième galerie à Pékin en 2009, qui était dans une rue qui s'appelle la rue du Verbois, une petite rue à côté. Et on a occupé cet espace pendant à peu près 5 ans, et aujourd'hui on a déménagé, on se trouve dans une nouvelle galerie à Paris. Donc d'abord rue Notre-Dame-de-Nazareth, et après ici. Voilà, exactement. Et en fait, aujourd'hui, si j'ai bien compris, la galerie, elle ne se contente plus de représenter que des artistes contemporains asiatiques. Vous avez élargi la programmation. Oui, on est devenu en fait une galerie assez classique. Au final. Alors, qu'est-ce que tu entends par classique? Qu'est-ce qu'on entend par classique? J'ai entendu une interview de Romain de Goules, le directeur de la galerie, enfin le propriétaire de la galerie, qui disait que justement Paris-Beijing tendait de plus en plus à devenir une galerie classique.
Mais qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là, classique? Classique, c'est-à-dire on considère souvent que les galeries qui sont un peu spécialisées dans un médium tel que la photographie sont des galeries entre guillemets un peu de niche, donc ils vont aller défricher ce médium, défricher aussi un territoire qui était la Chine, et du coup on a un petit peu arrêté ça, donc c'est pour aller se représenter des artistes qui nous intéressent, nous font vibrer aujourd'hui, et une nouvelle scène, la scène française aussi, qui nous intéresse beaucoup, des artistes européens, des artistes allemands, d'artistes slovaques. Donc une galerie plus classique, c'est-à-dire que du coup on a aboli un peu ces barrières qui nous cloisonnaient, qui étaient la photographie et la Chine. On a une question, donc comme tu collabores avec Zouti, est-ce que les artistes... Est-ce que tu as un contrat justement? Est-ce que vous avez des contrats avec les artistes? Ça dépend des artistes. Comme dans les maisons de disques, tu vois. Ouais, ça dépend des artistes. On a des contrats qui sont une poignée de main avec des artistes qui sont historiques de la galerie depuis voilà, et on n'a pas de contrat et ça se passe très bien. Non. Et ça se passe très très bien, et voilà, et on est très très attachés à eux, et puis j'imagine qu'ils sont aussi attachés à la galerie, puisqu'on a grandi ensemble, on a développé plein de choses ensemble. Après, on a d'autres artistes avec qui on a des contrats qui sont aussi, c'est pas du tout négatif un contrat, c'est aussi un moyen très simple de clarifier voilà, une relation entre deux parties. Ça permet aussi de mettre les choses sur la table, d'être aussi plus efficace, voilà. Oui, parce qu'en fait, on a dans les galeries, il y a deux façons de travailler. Il y a le côté hyper friendly, c'est une famille, on est tous ensemble, main dans la main, les artistes et les galeristes. Puis il y a une autre façon de travailler aussi qui est un peu plus donc industrielle, on va dire. C'est des galeries qui sont parfois un peu plus importantes, avec un nombre d'employés un peu plus important. Où là, du coup, c'est un contrat établi avec des règles bien établies, parce que on est dans de la production d'exposition et dans la réflexion de vente. Bien sûr, et puis à outrance. Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs types de galeries. Hein. Il y a aussi des galeries, c'est entre guillemets, on peut résumer ça à des entreprises. Il y a des petites entreprises qui ont un employé, même n'ont pas d'employé, le galeriste est seul, accroche, et puis il y a d'autres entreprises qui sont voilà, 150, 200, 300 employés, et là l'enjeu n'est pas pareil. En fait. Les là, artistes... ici à la Galerie Paris Beijing, l'entreprise fonctionne exclusivement par rapport à la vente des œuvres et des catalogues qui sont à l'entrée. Absolument, ouais, tout à fait. Ouais. Et vous êtes, du coup, là, toute l'équipe qu'on a rencontrée tout à l'heure, c'est l'équipe qui a. Il manque que Romain de Gaulle. Il manque que Romain de Gaulle qui. Après, c'est pas. Alors c'est plus de travail, parce que c'est comme voilà, faire découvrir, je sais pas, un nouveau, pour faire simple, un nouveau chanteur, un nouveau. J'en sais rien, un nouveau cuisinier, enfin c'est plus de travail. Voilà, il faut croire en ces artistes, ça prend plus de temps, il faut les faire découvrir aux collectionneurs, il faut les faire découvrir aux journalistes, aux musées aussi qui achètent des œuvres. Donc c'est un travail qui est plus long, mais qui est aussi passionnant, quoi, qui du coup nous amène sur des choses un peu plus difficiles, mais beaucoup plus motivantes en fait. Est-ce que dans l'art, il y a ce même... Parce qu'on entend souvent le terme écurie ou mercato. Ouais. Est-ce que ça existe dans l'art contemporain aussi, le mercato des artistes? Le mercato des artistes, oui, ça c'est une grande théorie que j'ai avec un ami qui bosse dans une autre galerie. Bon, je me tairai le nom. Mais on a toujours rêvé de faire un mercato d'artistes en fait. Parce que oui, forcément, il y a les artistes sont pas attachés aux galeries, donc aussi ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. À part si tu as un contrat. Ouais, mais enfin voilà, ils sont si un artiste n'est pas heureux, quel est l'intérêt? Enfin, il peut pas travailler, donc autant qu'il aille vers quelque chose qui le rende heureux et qu'il puisse travailler. Donc non, on va pas dire qu'il n'y a pas de mercato, mais oui, effectivement, voilà, il y a des artistes qui partent dans d'autres galeries, il y a des artistes qui vont aller dans des galeries plus importantes aussi, qui vont leur donner les moyens d'aller présenter leurs œuvres, non plus dans des galeries, mais dans des musées, qui vont emmener les artistes dans d'autres pays, qui vont qui ont un autre réseau aussi. Qui ont un autre réseau, bien sûr. Collectionneurs, qui fait que en tant que jeune galerie, parfois, tu ne peux pas avoir un Pinot qui pousse ta porte, par exemple. Exactement. Donc, ce genre de collectionneur va plutôt être attaché à des galeries qui ont une visibilité plus importante. Les artistes qui changent de galerie aussi cherchent ça. Bien sûr. Mais et d'ailleurs, c'est pas moi, je pense pas que ce soit une défaite d'une galerie d'avoir un artiste qui part, au contraire, parce que tu as été à la base de la production au départ. C'est comme dans le football, finalement, tu commences à Lens et tu finis au PSG. Parce que la galerie, c'est plus... non, mais la galerie, elle est plus comme... elle est plus comme... là, c'est plus la galerie du
19e, début du 19e si tu veux, où le galeriste rentrait dans l'atelier puis disait je te fais un chèque pour tout ça là, puis après je me démerde. Maintenant, on est plus considérés comme des producteurs. Comme dans la musique, on va produire une exposition, produire des œuvres, accompagner dans la réalisation des expos. Et donc le métier va vraiment évoluer. Donc quand un artiste quitte la galerie, ne quitte pas la galerie, il va juste évoluer. Oui, bien sûr, il évolue vers voilà, quelque chose il évolue avec des gens qui sont capables de l'accompagner et de l'accompagner plus haut. On lui présentait des projets qui sont peut-être plus enrichissants, plus passionnants, avec voilà, des défis plus importants. Dans une galerie comme la galerie Paris-Beijing, ce qui est intéressant, c'est que avec vous avez un artiste phare qui s'appelle Liu Bolin, qui vous suit depuis le début, et vous avez évolué tous les deux main dans la main. Bien sûr, et il n'a jamais tenté de justement jouer à ce poker de l'art pour essayer de partir dans une grosse galerie. Non, parce qu'on a une relation de confiance aussi. On a commencé ensemble. Enfin, son studio était voisin à la galerie à Pékin. On a grandi ensemble. On a fait les premières foires ensemble. On a organisé des grandes expos dans des musées. On a été commissaire de l'exposition à la Maison européenne de la photo. Donc on lui a amené des choses, et lui aussi nous a amené plein de choses. Et voilà, on est très 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 heureux. Voilà, toujours travailler ensemble. Et on est Non, finalement, c'est aussi une atmosphère familiale. Oui, on a dépassé une simple relation d'artiste-galerie. Ça m'énerve depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Ça m'énerve depuis tout à l'heure. J'ai mes cheveux. T'as des poils. Non, Romain passe beaucoup de temps en ce moment d'aller justement regarder un petit peu ce qui se fait, trouver des artistes, suivre des artistes. On a une liste de personnes qu'on suit depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. On regarde un petit peu où ils en sont, puis on continue à en découvrir aussi sur des nouveaux... dans plein d'endroits différents, des visites d'ateliers d'artistes, sur des foires, sur plein de choses Instagram aussi, qui est un super outil pour ça. Et on continue à en découvrir, puis après on en parle. Est-ce que cet artiste sera intéressant, serait intéressant pour la galerie, où est-ce qu'il veut aller, est-ce qu'on est capable de lui amener quelque chose, est-ce que ça a du sens en fait de l'amener ici, est-ce que voilà. On a eu plein d'artistes qu'on a voulu contacter, qu'on a contacté trop tard, qui sont allés dans d'autres galeries, qui ont fait d'autres choses. Puis il y a aussi des choix où on n'a pas osé en fait contacter un artiste parce qu'on se dit la galerie est trop petite, il ne voudra pas. Puis en fait, après quelques années, on se rend compte que si, ça l'intéressait. Finalement un peu par peur en fait mais finalement on se rend compte que finalement il faut oser. Vous avez une plateforme de vente en ligne, vous ? On a une plateforme qui s'appelle Artsy, qui est plutôt une bonne plateforme. En fait, c'est une plateforme américaine qui a été créée il y a quelques années et qui fait à la fois du contenu et qui écrit des choses assez intéressantes sur le marché de l'art, sur les foires, à chaque fois avec un regard sur l'évolution du marché de l'art, donc qui est aussi à la fois centré pour les galeries, mais également sur les artistes. Les artistes en suivent, qui font des comptes rendus d'expo, donc c'est assez intéressant. Et ils ont créé une plateforme qui met en relation en fait les collectionneurs et les galeries. Déjà, on vend des catalogues d'œuvres d'art. On a fait un très beau catalogue de Léa qui était en édition limitée. On a fait des dessins, on vend des dessins à 200 €, on vend 200 €. Parce que c'est ça, en fait, il faut bien comprendre, c'est que la galerie, c'est pas... En fait, quand on discute avec les gens qui sont pas forcément de notre milieu, qui connaissent pas le monde de l'art, ils ont l'impression que quand on pousse la porte d'une galerie, c'est snob, c'est hyper cher, que de toute façon on peut pas acquérir une pièce, alors que, moi je connais plein de galeries, ça démarre à 100 balles. Et puis on peut se faire plaisir. Tu peux avoir une pièce originale qui est hyper jolie, que tu regardes tous les jours parce qu'elle t'a touché. Et c'est important de le dire en fait. Mais comment ça se fait que du coup on a quand même cette image-là de milieu un peu élitiste dans le monde de l'art ? Est-ce que ça vient pas du fait qu'il y ait des records qui sont faits dans les ventes aux enchères et qu'il y a un amalgame entre les salles des ventes et le milieu des galeries ?
Bien sûr, parce que enfin, les records de vente aux enchères, c'est pas 100% des galeries d'art. Ça ne représente pas du tout le marché. Déjà, la galerie d'art de Paris et une partie des galeries d'art, comme le disait notre intervenant Bobo parisien. Bobo parisien. Voilà, c'est une partie des galeries, mais il y a plein de galeries. Vous avez plein de galeries dans plein de villes en France qui font plein de choses différentes. Enfin, on n'est pas obligé. Enfin, déjà, la galerie, il n'y a pas que de l'art contemporain. Il y a aussi il y a des gens qui font de la céramique, qui font du verre, des lustres, de la sculpture. En fait, voilà, la galerie, c'est aussi un espace qui est consacré à des créateurs. Voilà, et c'est un espace commercial consacré à des créateurs. Donc voilà, après, il y a plein de choses très différentes. Donc rentrer dans une galerie, déjà, on peut trouver plein de galeries différentes, plein de prix différents. Et voilà, après, ça, c'est une chose. Après, pour les galeries d'art contemporain, c'est pas vrai, en plus, il faut rentrer dans les galeries, il faut les discuter avec les gens sont ça. Là. Ouais, c'est un espace de rencontre finalement, c'est plutôt cool. Bien sûr. En plus, maintenant, tu vois, tous les musées sont fermés. Le seul endroit où on peut avoir accès à la culture gratuitement, c'est les galeries. Parce qu'on n'est pas obligé de. On pousse la porte, c'est pas parce qu'on pousse la porte qu'on doit acheter une œuvre. Quoi. Non. Et puis, la plupart du temps, les galeries sont hyper présents. Bien sûr. On veut discuter avec les gens, on est là sur l'échange. Parce que ce qui est primordial dans ce métier-là, c'est justement le bouche à oreille et puis le contact humain. Bien sûr. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien, quoi. Bah non, on fait des expos pour les gens. Si on reste entre nous, ça sert à rien. Exactement. On fait une galerie au 5e étage et les gens sonnent avec un interphone. Ils prennent l'ascenseur, ils vont voir, puis ils partent. Ça n'a pas d'intérêt. L'idée d'une galerie, c'est de diffuser aussi un travail, de montrer des œuvres. Vous avez aussi les artistes qui ont aussi une famille, des amis, qui ne sont pas forcément des gens qui achètent, qui sont fiers aussi de présenter leur travail aux gens qui connaissent. Il y a plein d'enjeux qui sont comme ça. Les artistes sont fiers de présenter les travaux, de discuter avec des gens, d'expliquer pourquoi ils font ça, d'où ils viennent. Pendant ses études, il m'expliquait qu'il s'est mis à la peinture à l'huile et c'est devenu de plus en plus chronophage. Et il a mis le doigt dans quelque chose qui l'a amené à peindre de plus en plus. Et au fil et à mesure de ses études, ça prenait du temps, jusqu'à presque faire pas que ça, mais beaucoup, quoi. Et du coup, à la fin, il s'est dit, je vais devenir peintre. Et il a commencé à devenir peintre, et sachant que c'est un métier dur. Être artiste, c'est dur. Il faut se lever le matin à 8h du matin, être à 9h à l'atelier, travailler toute la journée. Et en fait, t'es jamais sûr du résultat et de ce que tu vas réussir à atteindre. Le retour sur investissement. Et puis de temps en temps, il y a des réussites, de temps en temps, vous faites des semaines où il n'y a rien, vous ne produisez pas, et c'est le métier. Donc c'est un métier dur, et donc il a commencé à faire ça, peindre toute la journée. Et que dirais-tu à toutes ces personnes qui pensent que les galeristes vivent sur le dos des artistes ? Et ça, en fait, les gens ne se rendent pas compte en fait de ce que c'est qu'une galerie d'art, ne se rendent pas compte en fait que déjà une galerie d'art, c'est un coût, c'est un espace. Les espaces à Paris sont chers. En plus, nous, on est aussi là pour déjà diffuser le travail. On travaille toute la journée pour présenter des artistes, faire des dossiers, les présenter à des collectionneurs. On est investi beaucoup sur les foires aussi, pour les montrer en dehors de Paris. Donc on part en Europe, on part dans le reste du monde. Vous avez beaucoup de shipping, les transports qui ont des coûts. Donc c'est énormément de choses autour dont les gens n'ont pas conscience en fait de ça, mais qui sont énormes en fait. Et c'est vrai que la galerie, c'est pas que il n'y a pas que vendre des œuvres aussi. Il y a tout un environnement derrière qui est une aussi logistique énorme. qui est énorme. Logistique aussi. Nous, on a un stock aussi en dehors de Paris qui doit faire. On doit avoir 700 mètres carrés de stock qui sont remplis d'œuvres d'artistes. Ça dépend du tableau. Regarde, on peut prendre celui qui est derrière nous, celui-là. Voilà, celui qui est juste derrière. Je ne sais plus. Il n'a pas la liste des prix en tête. On va être autour de 2500 €. 2500 € pour un tableau comme ça. Il est très bien, merci. Merci. Après, c'est une bonne question, mais en fait, ça dépend de l'artiste. Et puis, il y a un truc qu'il faut intégrer aussi, c'est que le coût d'une pièce, parfois, prend en compte les coûts de production. Bien sûr. Par exemple, là, sur Zoki, je pense que les coûts de production sont beaucoup plus élevés que sur un tableau de Dorian. Bien sûr.
Après, alors par exemple, Dorian, pour faire un tableau, juste pour expliquer, pour faire un tableau comme ça, il passe un peu plus d'1 mois. Voilà. Un tableau qui se trouve juste. Voilà, c'est 1 mois. Il travaille 9 heures par jour sur ce tableau pendant 1 mois. Oui, parce qu'en plus, c'est une technique à l'huile, donc du coup, ça demande beaucoup de temps de séchage. Il fait des glacis, ça met du temps. Il y a des couches, il y a des mélanges, il faut trouver la bonne couleur. Exactement. C'est beaucoup de temps. Et pour les œuvres de Jyoti, donc on a vu avant, il a récupéré en fait, il n'a pas récupéré, il a des gens qui travaillent pour lui en Chine et qui sont des gens qui vont lui trouver en fait des reproductions de luxe entre guillemets, c'est-à-dire des reproductions extrêmement bien faites de sculptures antiques chinoises et qui travaillent pour lui trouver des... Donc ça aussi c'est un coût et c'est voilà, les grandes sculptures valent très cher parce que c'est un savoir-faire exceptionnel, n'importe qui peut pas le faire, on est vraiment à l'identique, tout est refait. C'est la limite du faussaire quoi. Hein? C'est la limite du faussaire. Non, parce qu'il le dit. Ça aurait été un faussaire si on avait mis des sculptures antiques. Sculpture antique. Non. C'est des répliques, c'est ça aussi qui est intéressant. Mais par exemple, voilà, être souffleur de verre, c'est un métier qui est très compliqué et qu'on veut faire, rentrer dans un atelier de souffleur de verre et passer une journée avec eux, ça coûte beaucoup d'argent. Parce qu'il faut lancer le four, et il faut attendre que le four chauffe, les gens ils sont là, ils travaillent. Donc il y a la main d'œuvre, tout ça, et ça c'est impossible. Voilà. Donc pour répondre à la question, ça dépend. Ça dépend. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors moi j'ai fait des beaux-arts de Rennes et après les beaux-arts de Paris. Et donc je suis diplômé des beaux-arts de Paris en sculpture. Mais comment t'es arrivé finalement à devenir pas artiste ni restaurateur? Parce qu'il y a plein, en fait, quand tu fais les beaux-arts, il y a quand même plein de possibilités, il y a plein de voies choses qui s'ouvrent à toi. On peut devenir un artiste, on peut devenir un excellent technicien aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui va travailler dans un atelier, je sais pas, Devine Delvoye, allez hop. De quoi? Ouais, je sais pas, excellent, quelqu'un qui est très bon, un excellent soudeur en métal, on peut devenir quelqu'un qui est un spécialiste de la mosaïque, et puis après on peut aussi devenir un peu artiste. Je crois que pendant tes études de beaux-arts, t'aimais bien faire de l'enduit, c'est ça? J'ai une passion pour l'enduit. Tu peux nous en dire un peu plus pour Non, ce truc? je ne pourrais pas développer. Non, j'adore faire de l'enduit. Voilà. T'aimes bien que les murs soient lisses? Ah, j'adore ça. Très lisse. J'adore. Est-ce que tu viens gratter les murs avec la petite lame de cutter pour enlever toutes tes petites aspérités comme ça? Jamais avec la lame, tu fais ça avec la... avec la spatule. Ça, c'est les bleus qui font avec la lame. Non, j'ai une passion pour l'enduit, ouais. Mais donc du coup, diplômé en sculpture. Diplômé en sculpture et après, du coup, j'ai commencé à développer un peu ma pratique personnelle. Je faisais de la sculpture et entre-temps, il fallait que je trouve un travail alimentaire pour pouvoir payer mon appart, pour pouvoir vivre, manger, quoi. Et j'ai commencé à bosser à la galerie, donc du coup, avec Romain et... Ça a été ton premier poste en galerie, était donc avec Paris-Beijing. Ouais, c'était mon premier poste en 2009 et j'ai commencé à travailler avec Romain, on s'est très bien entendu et puis la galerie a commencé à grossir et du coup je suis resté dans la galerie et puis entre-temps je faisais aussi pas mal d'autres choses, j'avais d'autres projets avec aussi, d'autres trucs. Et du coup, depuis maintenant, je suis resté à la galerie à plein temps et voilà. Chapeau. Ah, il y a des petites questions dedans. Ouais. Donc vas-y, tu tires une... Ça, je sens qu'il est fort là-dessus. Alors, qu'est-ce que tu as tiré? Rencontre improbable. Ouais. Putain, mais il y en a plein. La pire. Celle qui t'a le plus marqué. Ouais. Que ce soit en galerie, en foire ou... De temps en temps, c'est Joker. Oh non, les teasing. On a trop envie d'en savoir plus. Artiste, situation, awkward. C'est quoi? La situation Non, la la plus plus mal à l'aise. Ou alors un truc extrêmement drôle qui s'est passé, et moi j'en ai un truc extrêmement drôle, une espèce de fusion qui s'est passée. Une fusion comment? Tu sais, quand on était en accrochage de Millionbaum, et qu'on a commencé dans la barque à l'entrée de la galerie, qu'il y a Mehmet qui a débarqué, qu'il y a Alex Sutton qui a débarqué, et que là ça a dérapé. Ça a été terrible cette histoire. Ça a été terrible. J'étais pas là. Putain, je l'avais oublié.
Non, c'est vrai que c'est en fait, on avait acheté On avait acheté une barque. On avait acheté une barque pour un artiste qui avait besoin d'une sculpture. Et donc la barque, c'était une grande barque, quoi. Une barque contenait à 7-8 dedans, et donc il y avait cette barque et ces sculptures. Où ça? Je vais où? Et on est arrivé du coup avec la barque qu'on a posée dans l'entrée. Et donc il y avait cette barque, puis bon, on est parti, je bois un petit verre en terrasse, 2, 3, 4, 5, 28, et après on est rentré à la galerie. Et je sais pas ce qui s'est passé, on a tous fini dans la barque, à passer la soirée dans la barque, à 8 dans la barque. Et c'était assez chouette, parce qu'on était, je sais pas, il y avait tous les artistes de la galerie. Je sais pas si on a des photos là-dedans. Si, on a une photo qui est chez Mehmet d'ailleurs. Ah ouais? Et ce que l'histoire ce que tu dis pas, c'est qu'à un moment, Elisa, qui était la collaboratrice, nous dit oh, les gars, venez, on va faire un karaoké. Et là, on s'est tous motivés. On est partis au karaoké. Vous êtes des champions. C'est vrai. Je crois que j'ai dû chanter de Johnny. Oui. Oui. Et Elisa a chanté ABBA. Et Alex Sutton était avec nous. Et enfin, c'était formidable. Mais quand on s'y met, on est bon. Ouais. Ah bah oui. Et du coup, pour revenir sur cette situation un peu étrange, est-ce que il y a des gens qui te posent des questions absolument stupides? Je regarde. Tu l'attends? Ah ouais, on l'attend. Non, on a toujours des gens qui nous demandent, qui sont des spécialistes, qui nous demandent si notre artiste est chinois et si c'est un chinois de Chine. Et ça, j'aimerais qu'on arrête de me la poser, quoi. C'est comme demander si, je sais pas, le mec est un Corse de Corse. Un Corse de Corse. Ouais, un Corse de Corse, un Français de France, quoi. Enfin, parce qu'il y a les Chinois du Japon, les Chinois qui sont là, et tu te dis, mais réfléchissez, quoi. En fait, c'est parce qu'ils font l'amalgame entre asiatique et chinois, quoi. Ouais, mais c'est un peu problématique, quoi. Enfin, ça reste le Chinois de Chine. Et ça, cette question, elle fait mal. Ouais. Chaque fois, on t'explique, quoi. Et le fait que la galerie s'appelle toujours Paris-Beijing, est-ce que ça pose un problème au niveau du public ou pas? Non, ça pose. Aujourd'hui, en fait, la galerie, elle a plus trop. Le nom de la galerie Paris-Beijing n'a plus trop de sens. Et du coup, on est en train de la changer. Elle va s'appeler Galerie Romain de Gaulle, qui est le nom, voilà, le nom de famille de Romain, qui est le fondateur. Voilà, Galerie Romain de Gaulle, qui a un nom, voilà, plus large, et qui, du coup, on parlait de barrières tout à l'heure, un peu de trucs de définir. Ça sera plus simple que Paris-Beijing, parce que c'est vrai qu'on rentre, Paris-Beijing. On s'attend à voir que de l'art chinois. Et c'est vrai que là, avec Dorian, du coup, ça crée de la confusion, quoi. Ouais, voilà. Sur l'identité, ça va créer de la confusion. Surtout que vous avez rentré des artistes plus jeunes et qui sont majoritairement européens. Donc, ouais, et puis on est en train de redéfinir un peu. Puis on a aussi beaucoup travaillé sur la scène turque. On a aussi avec Mehmet Ali Yüzal, Volkan Aslan, qui sont aussi des artistes avec qui on travaille, qu'on continue de montrer, qu'on représente, avec qui on va continuer à bosser dans le futur. On a aussi fait beaucoup d'expositions autour de la Turquie. Donc c'est vrai que à un moment, il faut accepter d'évoluer, il faut accepter de changer. Donc on va probablement, même c'est sûr, changer de nom, et on est en train d'amorcer génial, qui va être super, d'une artiste qui s'appelle Lucia Talova, qui est une artiste, une artiste slovaque, qui a un travail passionnant, qui en fait récupère beaucoup de photographies, d'objets dans différentes brocantes partout dans le monde, où elle va en résidence, donc France, Mexique, Slovaquie, Allemagne. Et elle va, à partir de ces objets, en fait, créer ce qu'elle appelle une archive fictive, c'est-à-dire qu'elle va rassembler tous ces objets autour d'un thème. Et autour de ce thème, elle va recréer du coup cette archive qu'elle va présenter en fait sous forme de modules en bois, comme des étagères en bois. Et on va faire le vernissage de la prochaine expo samedi. Samedi prochain. Absolument, ouais. On arrive plus ou moins au terme de cette interview. On va rendre l'antenne. Ouais, j'aimerais bien te poser une question. Vas-y. T'écoutes quoi en ce moment? Qu'est-ce que j'écoute? C'est quoi le morceau que t'écoutes en ce moment? En ce moment, je m'écoute. Je me suis écouté ça ce matin en courant. J'écoute. Tu mets L'Enfer de Hayam. L'Enfer de Hayam. Je l'ai fait ce matin. Donc L'Enfer de Hayam, là, c'est un petit pas de danse vite fait là. Je peux faire mon allez, fameux 360.
Donc du coup, est-ce que ça t'a plu Écoute, c'était super. Je suis très heureux de vous avoir accueilli pour cette première. Voilà, j'espère que ça va perdurer, qu'il y aura plein de gens qui vont suivre. Et je trouve que le format est vachement bien. C'est super intéressant. Ouais. Le dernier message qu'on pourrait dire peut-être à notre public, c'est que la culture dans les galeries, c'est gratuit. Venez. On se dit au revoir, puis à la prochaine. À la prochaine. Et nous, rendez-vous vendredi prochain pour la prochaine interview.